Bonjour, on enchaîne toujours avec l'audit comptable et financier, ci-après les principales questions qui expriment les préoccupations de l'auditeur et dont les réponses présentent l'objet de l'audit comptable et financier. La première question, est-ce que toutes les opérations de l'entreprise devant être comptabilisées ont-elles fait l'objet d'un enregistrement dans les comptes? Il s'agit ici d'une proposition d'exhaustivité des enregistrements. Cette proposition est vérifiée si et seulement si toutes les opérations sont enregistrées sans aucune omission. Deuxième question, tous les enregistrements portés dans les comptes sont-ils la traduction correcte d'une opération réelle? Il s'agit de la proposition de réalité des enregistrements. Cette proposition est vérifiée quand tous les enregistrements traduisent correctement des opérations réelles, c'est-à-dire on n'a pas enregistré des opérations fictives. La notion de réalité concerne donc à la fois l'opération et sa comptabilisation. Troisième question. Toutes les opérations enregistrées durant l'exercice concernent-elles la période écoulée et elles seules? Inversement, des opérations concernant cette période ne sont-elles pas enregistrées dans un autre exercice? Il s'agit ici d'une proposition des coupures des enregistrements. Cette proposition traduit l'un des principes fondamentaux de la comptabilité générale, à savoir le principe de la séparation des exercices. Une opération doit affecter le résultat de l'exercice au cours duquel elle a effectivement eu lieu. En d'autres termes, les produits et les charges ne doivent être comptabilisés que dans les comptes de l'exercice qui les concerne. C'est-à-dire ici, il faut vérifier est-ce que les travaux de régularisation ont bien été faits en bonne et due forme. Comme vous l'avez bien vu, les trois premières questions traduisent des propositions relatives aux enregistrements. On passe maintenant aux propositions relatives au solde du bilan à travers les questions suivantes. Tous les soldes apparaissent au bilan représentent-ils des éléments d'actifs et de passifs existant réellement? Cette proposition est vérifiée lorsque, à chacun des éléments qui constituent ce solde, correspond effectivement l'élément d'actif ou de passif qu'il est censé recouvrir. Par exemple, le stock final existe s'il peut être justifié par un inventaire physique, c'est-à-dire un ensemble de valeurs d'exploitation qui existent physiquement et qui sont bien la propriété de l'entreprise à la clôture de l'exercice. Cinquième question. Ces éléments d'actifs et de passifs sont-ils évalués à leur juste valeur? Cette proposition concerne bien sûr l'évaluation des soldes. Elle est vérifiée à partir du moment où les éléments d'actifs ou de passifs qui les constituent sont correctement évalués. Notez bien que même si les propositions relatives aux soldes et aux enregistrements sont vérifiées, les états financiers peuvent donner une image biaisée de la réalité. C'est le cas par exemple lorsque les comptes sont mal présentés ou lorsque les documents financiers ne sont pas accompagnés des informations complémentaires qui sont éventuellement nécessaires. D'où l'intérêt de vérifier les propositions relatives aux documents financiers à travers les deux questions suivantes. Est-ce que les documents financiers sont-ils correctement présentés? Est-ce que les documents financiers fournissent-ils des informations complémentaires pour la mission d'audit? Il s'agit ici de vérifier les propositions d'informations complémentaires aux documents financiers. Comme vous le savez bien, les documents comptables et financiers doivent être accompagnés des informations complémentaires pour donner toutes les explications nécessaires sur les conditions d'établissement des comptes. Au Maroc, le Code général de normalisation comptable prévoit parmi les états de synthèse à présenter chaque année par les entreprises un état des informations complémentaires qu'on appelle éthique. Cet état peut donner par exemple des informations sur la méthode d'évaluation des stocks utilisée par l'entreprise, bien sûr parmi les méthodes autorisées par le plan comptable, à savoir la méthode FIFO, First In, First Out, ou la méthode CMUP, le coût moyen unitaire pondéré,
Les changements de méthode de comptabilisation, on peut citer par exemple le mode d'amortissement retenu par l'entreprise. Est-ce le mode linéaire ou le mode dégressif? La notion du seuil de signification. Comme on l'a déjà vu, l'objectif de l'audit comptable et financier est de porter une appréciation sur les états financiers de l'entreprise. Pour y parvenir, le jugement de l'auditeur se base principalement sur le niveau des erreurs et des anomalies, d'où la nécessité de disposer de repères qu'on appelle seuil de signification. Le seuil de signification est donc la mesure que fait l'auditeur du montant au-delà duquel une ou plusieurs inexactitudes cumulées affectent les états financiers de telle manière qu'ils ne sont plus réguliers et sincères et qu'ils ne donnent plus une image fidèle du patrimoine et des résultats de l'entreprise concernée. Autrement dit, le seuil de signification est constitué par la limite en deçà de laquelle une erreur commise de bonne foi par l'entreprise est sans incidence sur l'image fidèle des comptes annuels et donc des états de synthèse. À préciser que ce seuil de signification est défini par l'auditeur lui-même en fonction de plusieurs critères. On passe maintenant à la troisième partie de ce cours, à savoir la démarche de l'audit financier, pratique, technique et outils. La mission d'audit financier interne se décline en un nombre d'étapes comportant chacune une série d'actions. La première phase, c'est la phase préparation. Cette phase, elle comprend les étapes suivantes. Première étape, la prise de connaissance générale de l'entreprise. Deuxième étape, le découpage de l'activité à auditer. Troisième étape, le plan général d'audit. Et enfin, le programme de travail détaillé. On commence la première étape de la phase préparation, à savoir la prise de connaissance générale de l'entreprise. L'auditeur acquiert cette connaissance à travers l'étude de la documentation externe, données et réglementations générales et spécifiques, environnement international, national et sectoriel, et interne à l'entreprise, procédures, organigrammes, plans stratégiques et ainsi de suite. Les contacts directs aussi, entretien avec les dirigeants et les différents responsables des services et les visites des lieux. La connaissance de l'entreprise et l'examen analytique préliminaire permettent à l'auditeur de procéder au découpage de l'activité de l'entreprise, prélude au plan d'audit et au programme de travail. Deuxième étape, c'est le découpage de l'activité à auditer. Après une première subdivision des travaux par site géographique, par exemple, clients implantés en divers endroits ou disposant d'unités de production très distinctes, le découpage se fera par module, section ou sous-section des états financiers. L'auditeur regroupera et scindera les sections en fonction de leur importance, de leur homogénéité, de leurs liens, etc. On retient généralement les sections de travail suivantes: les ventes et les créances clients, les achats et les dettes fournisseurs, les charges de personnel, les investissements d'exploitation, le portefeuille des titres, la trésorerie, les opérations de financement, les capitaux propres et résultats, etc. Troisième étape, toujours de la première phase, il s'agit du plan général d'audit. Le plan général d'audit ou plan de mission est un document qui résume les différentes informations obtenues par l'auditeur et précise les conclusions et décisions qu'il en tire pour la réalisation de sa mission. Il comprend en général une présentation de l'entreprise ou de l'entité à auditer, les principales évolutions de la période et leurs explications obtenues ou à confirmer, la nature de la mission, ses particularités éventuelles, les rapports à émettre ainsi que les délais de dépôt, les autres intervenants éventuels, auditeurs de filiales, auditeurs externes, l'identification des risques généraux et les risques spécifiques à la mission, la détermination des seuils de signification, la stratégie d'audit retenue,
Il s'agit de préciser pour les principaux domaines d'audit si l'auditeur envisage de procéder à une évaluation du contrôle interne ou s'il semble plus efficace de retenir une approche dite substantive basée principalement sur l'examen direct des comptes et de préciser les principales procédures d'audit à mettre en place pour chacun des domaines importants. Les éléments de l'organisation interne relatifs à l'équipe, au planning et au budget. Dans ses choix, l'auditeur se préoccupera de limiter à un niveau acceptable le risque d'audit, le risque d'émettre un avis erroné sur la base des travaux effectués et de réduire les travaux d'audit à ce qui est strictement nécessaire pour émettre son opinion. La dernière étape de cette première phase, à savoir la prise de connaissance de l'entreprise, aboutit à l'élaboration du programme de travail détaillé. Ce programme de travail décrit avec précision les travaux à effectuer. Il reprend donc les éléments du plan général d'audit et détaille par sous-ensemble d'opérations ou de comptes l'approche à retenir, évaluation ou non des procédures. La nature des travaux à effectuer, type de contrôle, l'étendue des travaux, nombre d'éléments à prélever pour le contrôle et le calendrier des travaux, les dates auxquelles les contrôles doivent être effectués. Quand il ne s'agit pas de missions récurrentes, le programme de travail est établi après l'examen des procédures du contrôle interne. La deuxième phase, c'est la phase de réalisation. Donc la première étape, c'est la description du système de contrôle interne. À partir de l'examen du manuel des procédures, si ce manuel existe bien sûr, ou d'entretien avec les acteurs qui les mettent en œuvre, l'auditeur recense et formalise pour chaque section de travail toutes les procédures qui caractérisent le déroulement des opérations, depuis l'opération elle-même jusqu'à sa comptabilisation. Cet examen porte en principe sur les seuls aspects intéressant l'auditeur, c'est-à-dire ceux ayant une incidence sur l'organisation de ses contrôles ou sur les états financiers. La deuxième étape dans cette phase, c'est les tests de conformité. Les tests de conformité ou d'exercice ou encore de réalité ont pour objectif de s'assurer de la bonne compréhension de la procédure par l'auditeur, une sorte d'autotest, et que la procédure décrite est conforme à la réalité. L'auditeur dans ce cas suit quelques transactions limitées en nombre, pas à pas, tout au long de la procédure. Il ne s'agit pas de vérifier que la procédure est bien appliquée, mais simplement qu'elle existe, telle qu'elle a été décrite dans la procédure ou par l'audit et comprise par l'auditeur. La troisième étape, c'est la première évaluation du contrôle interne. À partir des différentes étapes précédentes et à l'aide du questionnaire de contrôle interne, l'auditeur est en mesure d'identifier les faiblesses et les forces liées à la conception de chacune des procédures examinées. Exemple, défaut ou défaillance de la procédure d'inventaire physique, ce qui lui permet de répertorier les premiers points faibles et points forts relatifs à la conception elle-même du système de contrôle interne. Ces faiblesses de conception ne font pas l'objet de tests, mais seulement d'une confirmation de la part des responsables de l'entreprise. L'auditeur en tiendra compte pour mesurer l'incidence de cette déficience sur les comptes. Ces faiblesses font l'objet d'une lettre de recommandation. Exemple, lorsqu'il y a une défaillance au niveau de la procédure d'inventaire physique, automatiquement, elle va impacter la valeur du stock final dans les comptes de l'entreprise en fin d'exercice. Quatrième étape, c'est les tests de permanence. Les tests de permanence ont pour objet de vérifier que les contrôles internes mis en place par l'entreprise pour assurer la fiabilité des informations financières sont effectivement appliqués. L'auditeur teste que les points forts théoriques de conception issus des tests de conformité se vérifient en pratique et qui sont appliqués de façon constante par tous les opérationnels concernés. Il s'agit de tests de grande ampleur que les tests de conformité,
puisqu'ils doivent donner à l'auditeur la conviction que les procédures contrôlées sont appliquées en permanence et sans défaillance. La cinquième étape, on arrive à l'évaluation définitive du contrôle interne. Dans cette étape, l'auditeur récapitule dans un document de synthèse les faiblesses de conception relevées à partir des tests de conformité et les faiblesses d'application, faiblesses de fonctionnement découlant d'une mauvaise application des points forts de conception, identifiés à travers les tests de permanence. Ce document de synthèse, joint à la lettre de recommandation, constitue le rapport de contrôle interne qui représente un intérêt capital pour l'entreprise. En effet, l'auditeur examine les conséquences de son évaluation définitive de contrôle interne sur le programme de contrôle, sur son opinion au cas où les faiblesses ont pour conséquence des incertitudes sur les comptes et sur la lettre de recommandation dans laquelle l'auditeur signale à l'entreprise les faiblesses méritant d'être corrigées. En fonction des conclusions tirées sur les forces théoriques et les sécurités qui sont liées, les faiblesses de conception et d'application des systèmes comptables et de contrôle interne et les risques qui s'y attachent, l'auditeur allège ou renforce les programmes standards de vérification directe des comptes. Il s'agit donc d'une adaptation du programme de contrôle. L'étape suivante, c'est les tests de cohérence et de validation. Il s'agit bien sûr du contrôle des comptes. Le contrôle des comptes constitue une étape obligatoire de l'audit, même si le contrôle interne semble irréprochable. Les tests de cohérence et de validation, c'est-à-dire des enregistrements et des soldes, permettent à l'auditeur de vérifier l'homogénéité des informations comptables et opérationnelles qui lui sont communiquées et de vérifier la validité des données de la comptabilité en les rapprochant à la réalité qu'elles représentent. Pour assurer ces tests, l'auditeur recourt notamment à la revue analytique, à l'examen et l'observation, aux confirmations directes et déclarations de la direction et aux calculs. À préciser que ces outils et techniques seront traités prochainement. Après avoir entrepris les différents tests, l'auditeur effectue une première synthèse au niveau des sous-ensembles des opérations auditées ou des objectifs visés. Une synthèse plus large sera effectuée à la fin des travaux. Au niveau de chacun des tests réalisés, l'auditeur doit être en mesure de décider si l'objectif visé est atteint. Pour cela, il doit analyser les erreurs ou inexactitudes constatées. La dernière étape de la phase de réalisation est l'examen d'ensemble des comptes annuels. Cet examen a pour objet de vérifier si les états financiers sont cohérents, concordent avec les données de la comptabilité, sont présentés selon les principes comptables et la réglementation en vigueur, tiennent compte des événements postérieurs à la date de clôture et que l'éthique respecte les dispositions légales et réglementaires et qu'il comporte toutes les informations d'importance significative sur la situation patrimoniale, financière et sur le résultat de l'entreprise. L'auditeur apprécie la cohérence des états financiers à travers l'examen analytique. Il vérifie la concordance des chiffres du bilan, du compte résultat et de l'éthique avec ceux de la balance. Il fait la synthèse des vérifications effectuées tout au long de la mission sur les respects des principes et méthodes comptables, méthodes appliquées acceptables, continuité de l'exploitation, permanence des méthodes, bref, il s'agit de vérifier le respect de tous les principes en vigueur. La dernière phase dans la démarche d'audit est la phase de conclusion. On commence par une première étape relative à la synthèse des travaux d'audit. Cette synthèse porte sur l'étendue des travaux et sur les erreurs et inexactitudes identifiées qui n'auraient pas déjà été prises en compte par l'entreprise. L'auditeur doit décider si tous les travaux nécessaires ont été effectués, c'est-à-dire qu'il a pu mettre en œuvre tous les travaux qu'il a jugés utiles. Il récapitule les erreurs et les inexactitudes relevées et examine leur ajustement.
Il compare le total des montants des ajustements au seuil de signification tel qu'il l'a défini au début de sa mission et éventuellement modifié pour tenir compte des éléments nouveaux. La dernière étape, c'est la formulation du rapport d'audit et l'opinion de l'auditeur. Comme vous le savez très bien, l'objectif de toute mission d'audit étant que l'auditeur exprime une opinion sur la situation qu'il étudie. De ce fait, il doit synthétiser les constatations et les conclusions réunies à mesure de l'avancement de sa mission, leur donner une présentation formelle sous forme d'un rapport écrit qu'on appelle rapport d'audit. Ce dernier doit être à la fois un document d'information pour la hiérarchie et un outil de travail qui oriente les responsables audités sur les actions correctives à prendre. Il s'agit d'un rapport qui doit contenir un rappel des objectifs de la mission et une synthèse d'une part des études effectuées et leurs résultats, et d'autre part des procédures utilisées et les raisons de leur choix. Il doit présenter les conclusions tirées en les justifiant et doit déboucher sur des critiques et des propositions d'amélioration. Bref, il s'agit de respecter les objectifs d'une mission d'audit. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine fois.